fait comédien à l'autre bout de la France, du côté de Rennes, il vous le dira tout à l'heure. Frédéric Vossier et Orphée Tassin, les deux chevilles ouvrières de ce prix, m'ont demandé d'être un peu le maître de cérémonie ce soir. Dont acte, je me plie à leur injonction avec beaucoup de plaisir. Un petit mot d'introduction avant de vous annoncer le déroulé de cette soirée. Le prix Bernard-Marie Coltès est un programme exemplaire de ce que nous souhaitons faire ici aujourd'hui au Théâtre National de Strasbourg. Il est en effet à la croisée de deux axes fondamentaux. D'une part, la démocratisation culturelle, c'est-à-dire comment aujourd'hui ouvrir au plus grand nombre notre théâtre, comment faire que le théâtre public en France soit ouvert de plus en plus et à de plus en plus de gens différents et divers. Et le prix Bernard-Marie Coltès, en permettant à un certain nombre de jeunes gens qui sont dans la salle ce soir, beaucoup d'entre eux en tout cas, beaucoup de jeunes gens différents, d'origines différentes, d'établissements différents, ce prix qui leur permet de découvrir le théâtre, de rencontrer les artistes, de découvrir des spectacles, de se confronter peut-être pour la première fois à des écritures contemporaines, à des écrits d'aujourd'hui, fait œuvre et parle de cette démocratisation que nous souhaitons. D'autre part, et vous le savez aussi, le soutien aux écritures d'aujourd'hui, celle d'auteurs vivants, est un point fondamental du projet que Stanislas Nordet a porté et a voulu pour cette maison. Je laisserai dans quelques instants Frédéric Vossier et Orphée Tassin revenir sur ces deux points. Frédéric est le penseur, le concepteur de ce prix, Bernard-Marie Coltès. Il est conseiller artistique du TNS. Orphée est chargé des relations publiques et est la personne qui a, vous les lycéens, vous les avez rencontrés évidemment, qui a coordonné et organisé l'ensemble de ce projet. Pour l'heure et avant d'écouter un petit message de Stanislas Nordet, je voudrais d'ores et déjà remercier les partenaires qui nous ont soutenus sur ce prix Bernard-Marie Coltès, le rectorat de Strasbourg, la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture, les 4 districts du Crédit Mutuel, il s'agit de ceux de l'ACUS, de Haguenau, de Sarrebourg, de Célestat, la SACD et enfin la librairie Kléber. Voilà, et maintenant c'est à Stanislas Nordet. Bienvenue à toutes et à tous pour la première édition de ce prix Bernard-Marie Coltès. Je suis très très heureux de ce que nous sommes arrivés à faire tous ensemble, les équipes du TNS, les équipes pédagogiques, les partenaires privés et publics qui ont permis l'existence de ce prix et l'engagement des lycéens. C'est important pour nous, le TNS, de promouvoir les écritures contemporaines. Molière, quand il écrivait, c'était un jeune auteur contemporain, Racine aussi, et puis parce qu'on leur a fait confiance, plus tard, ils sont devenus des classiques. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est-à-dire que les auteurs qu'aujourd'hui nous aidons à faire découvrir sont peut-être des auteurs qui traverseront le temps, qui traverseront les siècles. En tout cas, je leur souhaite. Cette soirée donc est importante, c'est un début, une naissance pour quelque chose qui, je l'espère, va perdurer. Tout le déroulement fut joyeux, engagé de la part de tous ceux qui ont œuvré, de tous ceux qui ont lu, de tous ceux qui ont fait les petites mains derrière, qui ont aidé à ce que tout cela existe. Donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je regrette de ne pouvoir être physiquement avec vous. Je suis sur des scènes rennaises en ce moment, en train de jouer Bâle, qui viendra très bientôt au TNS. Je vous souhaite une très belle soirée et bravo aux lauréats. Alors, je vais maintenant demander à Frédéric Vossier et Orphée Tassin de me rejoindre. Un petit mot donc sur le déroulé de la soirée, pour vous donner quelques repères. Après leur prise de parole, pour une présentation plus fine de ce qu'est ce prix et de comment il s'est fabriqué, nous serons accompagnés par 10 des délégués des 12 groupes qui ont donc travaillé, discuté, échangé, discuté autour des textes choisis, puis aussi décidé du lauréat de ce prix. Ils nous en parleront. S'en suivra la remise du prix officiel. Et après quelques petits mots encore, nous aurons droit à un temps de lecture d'une trentaine de minutes d'extrait du texte lauréat. Cette lecture dirigée par Julien Gosselin, metteur en scène associé au Théâtre National de Strasbourg, sera portée par 3 jeunes comédiens,
tout fraîchement sortis de notre école, Rémi Fortin, Johanna S. et Maude Poujoise. À l'issue de cette lecture, nous finirons la soirée par un petit mot et par un petit verre. Mais pour l'instant, Frédéric, un prix des lycéens, pourquoi faire? Un prix de littérature dramatique contemporaine, pourquoi faire? Merci Briac. Comme tu l'as bien dit, c'est un projet qui est à la croisée de deux axes fondamentaux au sein du TNS et au sein du projet de Stanislas Nordet. Il s'agit de démocratiser la culture et il s'agit de défendre des auteurs vivants. Défendre des auteurs vivants, d'une certaine manière, c'est démocratiser une forme de l'écriture contemporaine, et il se trouve que les lycées, c'est l'endroit, ce sont les endroits privilégiés justement pour agir cette démocratisation. Il s'agit de démocratiser l'écriture contemporaine, il s'agit de la légitimer, de le faire avec les lycéens et de les sensibiliser à ces écritures d'aujourd'hui. Donc, qui dit auteur contemporain, dit éditeur. Et il se trouve qu'en France, nous avons la chance d'avoir beaucoup de maisons d'édition théâtrales, exclusivement consacrées à la publication d'œuvres qui sont promises pour la scène. Et donc, nous avons proposé aux éditeurs d'être impliqués dans ce projet, et nous avons reçu de la part de 12 éditeurs entre environ une trentaine de textes. 30 textes qu'il a fallu donc sélectionner avec un comité 1 composé de 3 personnalités qualifiées. Ces 3 personnalités qualifiées ont sélectionné 8 textes. On les a confiés ensuite, ces 8 textes, à un comité numéro 2, composé de 10 personnes. Et ces personnalités ont sélectionné 3 textes qui étaient les textes que les élèves, les 6 classes impliquées dans le projet, ont travaillé, sur lesquels ils ont travaillé. Donc il convient de remercier les éditeurs d'avoir participé à ce projet. Ils ont aussi offert des exemplaires aux élèves, ainsi que les lycées impliqués dans le projet et la librairie Kléber. Il était indispensable que chaque élève puisse recevoir 3 textes, 3 exemplaires des textes gratuits. Et enfin, ce qui est important, c'est qu'au terme de ce long trajet, puisque c'est quand même un projet qui a été conçu il y a maintenant 2 ans, les élèves, enfin, vont pouvoir rencontrer l'auteur, qui est lauréat, et donc sont mis en place jusqu'à vendredi des rencontres avec l'auteur, et l'auteur pourra aussi rencontrer le public de Strasbourg samedi à 16h à la librairie Kléber. Voilà. Et je passe la main à Orphée Tassin. Un petit mot sur ce travail d'éducation artistique qui a été développé autour de ce prix. Oui, on parle de démocratisation culturelle, évidemment. Alors, j'espère que pour ceux qui ont fait la visite avec moi, le terme démocratisation culturelle ne fait plus peur, parce qu'on a fait aussi une visite du TNS. Là, l'idée de ma prise de parole, c'est de parler aussi de tout ce qui se passe en amont et ce qui s'est passé dans les classes avant ce côté, voilà, aujourd'hui on est là, c'est visible. Mais à l'initiative, il y a eu du travail, évidemment. Un premier travail de sélection des établissements et des classes participantes. L'idée du prix, quand on parle de démocratisation culturelle, c'est évidemment s'adresser à tous les lycéens, dans la mesure des 6 classes évidemment, mais l'idée était de travailler avec tous les niveaux, donc de la seconde à la terminale, toutes les filières, donc du général, du technologique et du professionnel, et sur un espace géographique divers, du lycée de centre-ville, du lycée de banlieue et du lycée dans un espace rural. Donc on a pu mettre en place ça aussi grâce au travail de collaboration avec le rectorat, qui nous a permis, voilà, d'entrer un peu dans les lycées, d'avertir les personnels. Et ensuite, voilà, la sélection nous a permis de travailler, et on en est ravis, avec 6 classes, avec des élèves complètement différents, et c'était passionnant. Et je pense que le prix aussi, tel qu'il est aujourd'hui, a cette couleur et cette importance aussi parce que les élèves étaient riches de savoirs différents, riches d'une histoire différente.
Donc je vais quand même nommer les classes. Donc on a travaillé avec 2 classes de seconde, la classe de seconde du lycée André Mauroy de Bichwiller, la classe de seconde du lycée Jean-Baptiste Schulguet de Célestat. Ensuite, 3 classes de première ont participé également au projet. Donc une première technologique du lycée Marc Bloch de Bischheim et 2 premières littéraires, une du lycée Marie Curie et une du lycée Kléber, tous deux à Strasbourg. Et enfin une terminale Bac Pro du lycée Georges Imbert de Sarre-Union. Donc vous voyez, on a une belle, on a un beau panorama quand même pour ce prix et vraiment c'était assez formidable de travailler avec vous tous. Alors le travail, je vais me répéter pour évidemment les participants, vous savez comment ça s'est passé dans les classes, mais pour les autres, les spectateurs qui n'étaient pas là, c'est important de le dire. On a choisi de travailler en 2 phases sur chacun des textes. Il y avait une première phase, on va dire, plus d'analyse critique sous forme un peu de petits comités de lecteurs. Et une phase plus de mise en voix pour faire passer le texte par l'oral. Et ces deux phases représentaient à chaque fois 2 heures d'analyse, puis 2 heures de mise en voix pour chacun des 3 textes, et ce en demi-groupe dans chacune des classes, parce que c'est difficile de travailler du texte contemporain quand on est en classe entière et qu'il y a 35 élèves, donc il vaut mieux quand même faire des groupes un peu plus petits. Les ateliers d'analyse ont été menés par Frédéric Vossier et Agnès Heyer. Dans ces ateliers, chaque élève devait partager ses impressions de lecture, approfondir l'analyse, construire, pour arriver finalement à construire un argumentaire. Et dans les ateliers de mise en voix, sous les directions de comédiennes ou de metteurs en scène Delphine Krubesi, Laure Werkman et Blanche Giraud-Beauregard, l'exercice, c'était cette fois de lire, mais après la lecture, on va dire, intime des élèves, c'était lire à voix haute, lire ensemble, et d'entendre aussi le texte lu par ses camarades, le passage par l'oralité devant permettre évidemment une autre compréhension du texte de théâtre. Et la dernière étape, non des moindres puisqu'on est ici, et qu'il s'agit d'un prix littéraire, c'était le choix du texte lauréat. Donc pour cet exercice qui est aussi un exercice de citoyenneté, nous avons demandé au groupe d'énoncer les arguments en faveur de chacun des textes, puis d'animer un débat au sein des groupes pour confronter leur avis et ensuite procéder au vote dans les groupes. Toutes ces étapes nous ont paru vraiment essentielles dans la construction d'un avis argumenté sur les textes. Et vraiment, je remercie tous les élèves qui se sont prêtés au jeu. Alors, soyons francs, parfois avec plus ou moins de plaisir, mais la plupart du temps, vraiment de bon gré. Et c'était une belle découverte. En tant que spectatrice, je parle pour moi, des différents moments du projet, et là je parle aux élèves, j'ai pu vous voir évoluer dans la perception et dans la réception des textes, et j'ai trouvé vraiment passionnant de vous suivre dans tout ce parcours. Donc merci à vous, et la réussite tient à vous, donc je vous remercie vous, jeunes gens, mais aussi aux intervenants, je les remercie également. Et à l'accompagnement, je pense qu'il faut aussi le souligner, l'accompagnement sans faille et décisif des professeurs. Merci à tous les professeurs qui ont tenu ce projet également. Bon, c'est bon, hein, maintenant j'ai assez parlé. Donc j'invite les délégués lycéens à me rejoindre sur le plateau, et c'est eux qui vont prendre la parole pour vous parler un peu des différents éléments. Alors, on approche des moments décisifs. Chloé, je crois que c'est à toi de nous parler un petit peu de la façon dont vous avez voté et dont les scrutins se sont déroulés. Oui. Alors,
comme dit précédemment, il y a eu plusieurs étapes pour aboutir à nos choix. On a eu donc pour la dernière séance avec les personnes qui nous ont aidés, on a donc délibéré en classe. Chacun des élèves a voté. Et puis on a dépouillé les votes en classe. Et chacun des délégués qui ont été élus sont venus au TNS pour rapporter les votes. Et c'est en accumulant tous ces votes que le lauréat a été élu. Alors, la pièce de Baptiste Amann a réuni 76 voix. Celle de Jean Cagnard a réuni 50 voix et celle de Marie-Di Lasserre 45. Donc, le lauréat du prix lycéen Bernard-Marie Coltès 2017 est Baptiste Amann avec sa pièce Des territoires, nous sifflerons la Marseillaise. Alors justement, puisqu'on parle de cette pièce, je vais demander à Adèle Rose de venir nous dire comment vous l'avez choisie et avec quels arguments. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer 2-3 choses autour de l'œuvre. Comme par exemple, donc, elle a été publiée en 2015 et c'est une pièce de théâtre contemporain. On a entrepris plusieurs recherches sur le genre du théâtre afin d'avoir des éléments pour avoir une argumentation comme il le fallait. Et alors, nous avons pu trouver que c'était une pièce machine. Et ça a été un des arguments principaux, étant donné que du coup une pièce machine est une pièce qui suit une certaine linéarité et puis un enchaînement causal. Et c'est vrai que du coup beaucoup d'élèves ont opté pour cette pièce qui à l'opposé des deux autres, suivait un théâtre plus classique. Alors aussi, nous pouvons constater que c'est une pièce du XXIe siècle et qui se passe dans un pavillon témoin dans une banlieue. Alors les personnages principaux sont Lynn, qui est l'aîné sans emploi, Benjamin, qui est le cadet, qui est handicapé aussi suite à un accident, Samuel, lui c'est le Benjamin, et il est salarié, et pour finir, Hafiz, qui a été adopté à 16 mois et qui est le patron de sa propre entreprise. Ils sont tous célibataires. Donc au niveau de l'intrigue, on a décidé de résumer assez rapidement. C'est-à-dire que c'est la suite à la mort mystérieuse de leurs parents. 4 frères et sœurs, Lynn, Benjamin, Samuel et Hafiz, se retrouvent dans la maison de leur enfance, donc là où leurs parents sont décédés, afin d'entreprendre les préparatifs de l'enterrement, de s'occuper de la vente de la maison et d'organiser une veillée funèbre. Alors les principaux thèmes, il y en a énormément, c'est je pense aussi un des autres arguments de sélection. Donc il y a l'identité, que ce soit territoriale, familiale, ethnique ou professionnelle, le deuil, la famille, la fratrie, mais tout ce qui entoure aussi les problèmes sociaux comme le conflit, la différence, l'intégration, le racisme, l'homophobie, la démocratie. Alors pour une analyse un peu plus complète, cette pièce de théâtre est faite de 9 parties et chaque personnage en fait est noté par une lettre, ce qui fait que ça brouille un peu les pistes parce que du coup on apprend on connaît les noms qu'au fur et à mesure de la lecture. Le fait qu'il y ait plusieurs profils rend l'identification plus facile à travers les personnages. Et puis l'actualité de la pièce est accentuée par le réalisme du langage. On peut aussi l'apparenter à un recueil de problèmes quotidiens et sociaux, car à chaque partie, un autre terme d'exclusion sociale ou de problème social est démontré. Alors pour une interprétation plus complète, la première question que nous sommes posées, c'est par rapport au titre, donc Des territoires, nous sifflerons la Marseillaise. Alors sifflerons, nous avons voulu savoir si c'était hué ou alors chanté, ce qui forcément donne un tout autre sens. Mais l'utilisation de la Marseillaise, qui est un symbole du territoire national, du coup apporte directement un questionnement sur le patriotisme.
ensuite, lors de notre réunion avec tous les délégués, nous avons forcément mis en commun nos éléments et nous avons pu aboutir à quelque chose d'assez intéressant. Comme quoi, en fait, cette pièce avec cette famille et ce pavillon témoin serait qu'une allégorie de la France. C'est-à-dire que chaque personnage interpréterait un citoyen français avec ses problèmes. Par exemple, Lynn, qui pourrait représenter la française pure souche, qui se dit non raciste parce qu'elle habite en France, qui est un pays d'accueil. Elle déclare même qu'elle n'est pas raciste car mon frère est arabe. Donc c'est vrai que les Français ont tendance à dire ça. Benjamin, qui est handicapé, est totalement non accepté et rejeté. Ses frères et sœurs, même s'ils éprouvent un amour fraternel envers lui, ont tendance à le rejeter dans les conversations autour de l'enterrement. Samuel, qui est malheureux au travail, on peut supposer qu'il serait jaloux de Hafiz, qu'il l'est. Et c'est vrai que, de nouveau, les citoyens français peuvent être aussi jaloux de certaines personnes qui ont un travail et qui, du coup, sont jaloux parce qu'ils pensent le mériter aussi. Et Hafiz, qui met en question un des principaux problèmes actuels, c'est-à-dire qu'il pourrait représenter un migrant, donc un total bouc émissaire de la société, mais aussi il pourrait être un catalyseur de la remontée des valeurs françaises. Au niveau de la portée, donc, beaucoup ont dit que ça permettait un dépassement des préjugés sociaux, donc une totale reconsidération. Forcément, comme décrit juste avant, il y a un engagement politique assez fort, mais qui reste toujours dans une visée universelle, avec la multitude de sujets qui fait que chaque personne peut s'identifier et apporter son avis. Une question que nous pouvons apporter, c'est quelles sont les révolutions du XXIe siècle, est-ce que c'est des avancées ou des régressions, et nous pensons que c'est important dans la société dans laquelle nous vivons. Et c'est vrai que l'auteur a bien su nous guider vers les bonnes questions à travers ces personnages qui illustrent parfaitement le propos français. Merci. Je ne sais pas si Baptiste a réentendu ou redécouvert des choses de son texte, mais vous pouvez admettre avec nous qu'il y a eu du travail. On a fait le choix avec l'ensemble des participants aussi de vous parler des deux autres œuvres finalistes. Et donc là, c'est, je crois, Quentin et Yann qui vont venir nous parler d'un des deux, trois textes. Hein, voilà. Alors, au pied du Fujiyama. Absolument. Donc il a remporté la 2e place au prix Coltès avec 50 voix sur 177. Donc c'est cette pièce de théâtre. Donc même si elle n'a pas remporté le prix Coltès, on peut tout de même saluer l'audace de son écriture. Elle sort complètement des rails du théâtre classique. Elle nous offre une série de témoignages, de véritables témoignages de gens qui sont divers et variés. La pièce de théâtre n'a pas d'intrigue. Elle sort complètement du schéma narratif basique. Hein. Donc pas d'intrigue, ne serait-ce que peut-être l'histoire du couple tout au long du titre. On peut aussi admirer le travail élaboré de la langue qui est très élaboré. Tout de même, par exemple dans l'introduction on retrouve de certaines sonorités, donc le texte semble être comme une chanson. Aussi chaque personnage a vraiment un langage à soi-même. Donc même si les personnages sont anonymes, on arrive quand même à faire la différence, vous voyez. Aussi ce texte a un potentiel théâtral assez fort selon nous, car on pense qu'il serait intéressant de voir ces personnages anonymes. On se demande si par exemple la population qui est citée dans le livre montrée sur scène, ou bien et justement quel serait le décor sur cette scène. Hein.
parce que ça parle d'anciennes mines. Donc comment mettre ça sur scène? Voilà, donc j'ai laissé mon camarade Yann donner plus de précisions sur ce texte. Alors moi c'est un peu plus personnel mon argument sur le texte parce que je l'ai beaucoup aimé. Du coup, dans son texte, Jean Cagnard nous pose une question philosophique fondamentale qui s'appuie sur l'identité et la position morale de la personne. C'est une question, cette question est « Pourquoi es-tu là ?» Dans son texte, il s'avère que l'on se pose des questions existentielles tout au long et qui sont plus ou moins fragmentées. Avec toutes ces questions que l'on collecte, on reçoit un peu la réalité qui nous entoure et un peu celle dans laquelle on vit. Le paysage est rural qui est représenté. Son livre revient un peu à ce que dit Shakespeare pour moi, c'est être ou ne pas être, parce qu'on peut s'identifier aux personnages justement, même si ce ne sont pas vraiment des personnages, ou ne pas s'identifier avec. Et moi, c'est vraiment ce à quoi je pense dans ce livre. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus, à part que le texte était très bon et que je pense qu'il aurait dû mériter le lauréat. Alors, nous avons Eva et Goulaye qui vont nous dire ce qu'elles ont pensé de Paysage intérieur brut de Marie Dilasser. Alors, Paysage intérieur brut de Marie Dilasser est un texte qui traite des relations au travail, notamment le harcèlement. Un personnage détruit psychologiquement qui a tenté de se suicider, mais qui a réussi à s'en sortir. Ce texte est bouleversant car nous rentrons dans la vie psychologique de Bernadette, dans son intégrité. Le thème de la solitude nous fait ressentir un certain attachement au personnage, une forme d'empathie, mais également une possibilité d'identification au personnage, car les faits tragiques présents dans cette pièce pourraient nous arriver à tous. La gravité de ce texte rend l'histoire intéressante car il y a la beauté de la reconquête de soi, la renaissance. C'est un théâtre personnel, proche de l'auteur. Il y a également une force de l'imaginaire par le passage de l'ordinaire à l'imaginaire. Paysage intérieur brut est un monologue sensoriel. Les mots ont l'air d'habiter ou émaner du corps de Bernadette. Être de ses sens à la fois, visuel, olfactif, proprioceptif, c'est-à-dire de la sensibilité propre au mouvement. C'est une écriture à la fois onirique et concrète, engagée et pleine d'humour. Alors, on arrive. Clara va venir me rejoindre. Et je vais demander à Baptiste Amann de nous rejoindre sur le plateau aussi. Baptiste. Alors, nous allons remettre un trophée à Baptiste. Ce trophée a été réalisé par la section chaudronnerie du lycée professionnel Georges Imbert à Sarre-Union. Nous pouvons les applaudir. Et c'est maintenant à toi, Baptiste. Ok. Merci. Je vais le poser juste. Merci à tout le monde, aux lycéens dans un premier temps. Même ceux qui auraient préféré voir un autre texte, je suis confus. Et puis, mais aussi donc le TNS, Frédéric et Orphée, enfin tous ceux qui ont participé, je ne connais pas bien l'organigramme, mais à ce dispositif, vraiment merci, j'ai été hyper honoré et très touché de recevoir ce prix. D'une part parce que c'est des lycéens qui ont choisi le texte, et on se rend bien compte quand on fait des spectacles que c'est un public très exigeant. Quand vous arrivez par classe pendant les représentations, on flippe. Et on espère que ça va vous intéresser un peu ce qu'on fait. Donc là, ça m'a touché déjà pour ça. Et puis aussi pour le nom que porte le prix.
moi, c'est un des premiers textes de théâtre qui m'a été mis dans les mains, c'est Dans la solitude des champs de coton de Coltès. Et donc, ça faisait deux facteurs qui m'ont rempli d'émotion de recevoir ce prix. Et j'en profite pour... moi, je suis dans une démarche d'écriture un peu particulière. J'écris pour des acteurs. Et donc, en l'occurrence, là, c'est depuis quelques années pour des acteurs à qui je me suis formé à l'école. Et donc, Lynn Thibault, Samuel Réau, Olivier Veillon et Solal Bouloudnine, il y en a certains qui portent leur prénom dans la pièce. Je pense très fort à eux ce soir. Et aussi à Théâtre Ouvert, les éditions Tapuscrit, qui me soutiennent depuis le début sur ce projet, qui en fait est le premier volet d'une trilogie. Donc voilà, merci à tous et toutes. Je suis très touché. Alors, donc, les uns et les autres vont pouvoir rejoindre leur place. Je voulais signaler qu'en plus de ce magnifique trophée, le prix consiste en une aide à la création et à l'écriture de 4 000 €. Voilà. On va maintenant passer à la découverte concrète du texte. À ce moment de lecture évoqué tout à l'heure, je vais quitter la place. On en a pour 2 petites minutes pour installer le dispositif et je vous retrouve pour un mot de clôture après la lecture, donc d'environ 30 minutes. À tout à l'heure. Sur la photo, on voit une jeune fille, 6 ans. Un jeune garçon, 5 ans. La jeune fille joue avec un seau rouge et une pelle verte. Le jeune garçon joue avec une petite soucoupe en porcelaine. Ils sont accroupis dans les graviers. À quelques mètres d'eux coule un petit ruisseau artificiel. À moins que ce ne soit une route. Ce n'est pas clair. Au loin, les 2 ensembles d'immeubles HLM découpent un ciel sans nuages. Au centre s'élève une digue hérissée d'herbes hautes et la jeune pousse d'un peuplier. Le garçon porte un t-shirt bleu marine et un petit short de la même couleur. La fille porte un t-shirt bleu ciel et un petit short de la même couleur. La photo est prise depuis l'extérieur du pavillon témoin d'une résidence de logements sociaux, le 27 août 1981. La femme qui a pris la photo tient dans ses bras un enfant de quelques mois. Son mari est à l'intérieur de la maison. Il discute d'un air grave avec un autre homme. Un 4e enfant se tient un peu à l'écart. Le portillon. Noir. Autour, pas de mur. Des agglos, une rangée et du grillage. La route devant. On voit le jardin depuis l'extérieur. Depuis la route qui passe devant, sauf quand on croise le portillon. Tu rentres, 5 pas, porte. Pas de crépi, encore. Entrée. 2 mètres, puis mur. Droite, gauche. Placard, toilette. Droite.
Salon, puis gauche cuisine. 1 mètre, puis droite placard. Gauche fenêtre, sur rue, sur grillage, sur maison identique. Demi-tour. Vers salon, puis gauche alcôve. Rien. Droite escalier. L'étage. 3 chambres. Toilette face, puis droite salle de bain, baignoire, évier, porte, machin. Puis gauche dressing, petit dressing. Placard, disons. Demi-tour. Escalier à nouveau. Le même. Gauche rambarde. Pas droite. Mur. Pas de rambarde à droite. Donc, trace de doigts sur papier peint. Donc, hygiène dégueu, pas propre. Donc, rambarde la prochaine fois. Gauche rambarde, c'est propre. Pas de traces. Bref. Gauche, gauche, égale demi-tour, puis 1 pas, puis droite, chambre. La chambre. La chambre des parents. Égale 9 mètres carrés, plus petit dressing fond gauche, 3 mètres carrés, à l'aise. Demi-tour. Et petit saut au-dessus du lit. Double fenêtre. Derrière balcon, canis. Vue sur le parking. On voit le parking depuis l'intérieur. Devant les agglos, il y a 2 grands peupliers. Le Mistral frappe. Avant ici, des marécages. Aujourd'hui, le chantier d'un parking. Terrasse et bientôt chape de béton. Puis bande blanche et quoi? C'était le pavillon témoin. Papa, maman, crédit sur 20 ans. 8000 francs plus 7400 balles, c'est 15 400 boules. Puis c'est pas si mal pour l'époque. Si on oublie qu'aujourd'hui ça fait à peu près 2000 € net, soit 1000 € net par personne pour un couple et 4 enfants, sans compter les allocs. Bon, pas si mal, pas pauvre, en tout cas pas misérable. À l'école CM2, le salaire d'un parent au-dessus de 10 000 francs, c'est la honte. Tout le monde ment. Pas un seul salaire au-dessus de 9000 en réalité. Donc 15 400 multiplié par 12 égale 184 800 par an, fois 20, 3 696 000 francs gagnés si pas de changement professionnel, ni chômage, ni maladie lourde ou accident mortel. Moins mensualité, 5600 francs par mois, fois 12 égale 67 200 francs sur 20 ans, 1 344 000 francs, soit un tiers de la somme engagée à 2 pour 90 mètres carrés. Reste 2 352 000 francs, soit environ 358 560 €. Voilà, si on retire voiture, vêtements, bouffe. À nous 4, on aura coûté environ 150 000 € sur 20 ans. J'ai coûté plus que les autres. On habite le pavillon témoin. Off. On. Il y a eu un accident. Je suis dans la forêt. Je suis aussi dans une forêt. Je suis dans une grande forêt. Je suis dans une grande et chatoyante forêt. Je suis dans une grande et chatoyante forêt américaine. Je suis dans une grande et chatoyante forêt américaine en Californie. Je suis dans une grande et chatoyante forêt américaine en Californie et j'habite dans une cabane. Je suis dans une grande et chatoyante forêt américaine en Californie et j'habite dans une cabane l'hiver et dans une grotte l'été. Je suis dans une grande et chatoyante forêt américaine en Californie. J'habite dans une cabane l'hiver et dans une grotte l'été. Et sous terre, j'ai creusé des centaines de galeries dans lesquelles je marche pendant des heures pour me rendre de l'une à l'autre. Je suis dans une grande et chatoyante forêt américaine en Californie et j'habite au milieu d'une clairière dans laquelle j'ai construit un parc d'attractions, une piste de ski, un cinéma de 5000 places, un contexte nautique, une patinoire et un saloon. Je suis dans une grande et chatoyante forêt américaine dans la Californie d'il y a 30 millions d'années et je vis au milieu des dinosaures avec lesquels je communique grâce à un langage imaginaire que je leur ai appris. Ils ont d'ailleurs du mal à prononcer le mot cheville parce que là-bas ça se dit mais ce n'est pas très grave car c'est un mot qu'au final nous n'employons que très peu. Je suis dans une grande et chatoyante forêt américaine en Californie, mais les arbres sont des scratchs et le sol est une crêpe géante. Il n'y a plus d'animaux depuis des siècles, ni de fleurs, ni de petits ruisseaux, puisqu'ils se sont tous fait dégommer par les extraterrestres dont je suis devenu le chef. Je passe désormais toutes mes journées à leur enseigner la danse country pour laquelle ils ont tous développé un talent exceptionnel. Je suis dans une grande et chatoyante forêt américaine en Californie entièrement reconstituée sur la Lune. Je me déplace en Hummer, antigravité, entre les camps de travail dans lesquels sont entassés des milliers d'esclaves que j'ai fait rapatrier ici dans le but d'édifier un nouveau monde en tout point semblable à la Terre, mais sans autre personne que moi pour y habiter. Sitôt le chantier fini, je renverrai mes esclaves par charter aérospatial vers la misérable planète dont ils sont issus. Je suis moi-même une grande et chatoyante forêt américaine en Californie. Je suis la Californie chatoyante. Je suis l'Amérique chatoyante. Je suis le monde entier. Je suis la galaxie. Je suis l'univers. Je suis l'ensemble des
des atomes. J'ai une combinaison bionique et une épée laser. Ouais, j'ai un canon intersidéral qui peut te trancher en deux. Même ta combinaison bionique ne peut rien et je t'arrache les tripes. J'envoie une armée de nains anthropophages pour te dévorer les couilles. Je suis le pote d'un géant, je lui emprunte sa tondeuse à gazon et je lamine ton armée de nains. Je suis la cantinière du collège. Et je prépare une bolognaise avec mes nains décimés. Et quand tu viens vers moi pour me reprendre une deuxième fois, je te lance à la gueule. Alors, elle est bonne ma bolognaise de nains? Et je suis le mari de la cantinière. Je la quitte parce qu'elle est grosse et qu'elle pue la vieille frite et je me tape une naine trop bonne star du porno. Quelque chose a changé. Tout autour de moi, de l'agitation. Une lumière. Plusieurs. Vagues souvenirs du plafond. Des rumeurs. Avant l'anesthésie, la paupière tombe puis se relève. Les yeux trébuchent. Il y aura des bouleversements, des changements de perspective. Je suis l'aîné. Mon petit frère est en salle de réanimation. Les deux autres jouent dans la salle d'attente. Toute la famille est Les parents dans la salle préparent d'attente. des travaux qu'il faudra faire. Mes frères jouent. Réaménagement de la maison. Ma sœur prie. Il y aura de graves séquelles. Des bouleversements, des changements de Mes parents perspective. pleurent. Je pense Ils tout ne de suite. devraient pas. Quand mes parents ne seront plus là, ce sera moi. Je vais m'en sortir. Ce sont eux qui vont mourir. Je voudrais qu'ils meurent maintenant. Qu'ils meurent et que je n'ai pas à attendre. Devant le fait accompli, je peux Des années réagir, plus tard. mais attendre, c'est insupportable. Attendre. D'un seul coup, comme ça. Je prie toutes les nuits pour qu'ils meurent, ensemble, d'un coup, le plus vite possible, Tout le parce monde est à que l'hôpital attendre, et s'inquiète pour c'est moi, insupportable. sans s'apercevoir qu'il s'agit là d'une fausse piste. Je ne vais pas réussir à vivre. Si je ne sais pas à quoi m'en tenir, alors tous les soirs, je fais la même prière. Que mes parents meurent. Et un jour, ils sont morts. Paf. Dans leur lit, tous les deux, ils sont morts. On n'a pas osé bouger les corps encore. Ils sont encore là. On attend les pompes funèbres. Ça y est, c'est mon tour. Je m'en occupe. J'ai été conçue pour cela. Je t'ai dit que j'allais les appeler après le repas. Appelle-les maintenant. Je n'ai pas de téléphone. Dis allô, bonjour. Dis quoi? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui? Quoi? Bonjour. Si, c'est bien moi qui... Mais... Ah, bien. Alors voilà, c'est ça. Je vous appelle... Oui, je vous appelle pour... Mon numéro de dossier? Mon numéro de dossier. Oui, très bien. Alors voilà. 9, 8, 3, 1, 4, 9. Numéro de référence client? 8, 6, 3, 6, 4, 5, 7, 9, W! L'indice, CRIP, en haut à droite du devis. 4, 7, 9, 3, 9, 720, CML. Voilà, C comme Christophe. L comme motocyclette. Motocyclette, voilà. Et L comme L, c'est ça, voilà, CML. Et 2 cartes bleues. Voilà, vraiment. Bien. 49, 78, 74, 40, 66, 18, 51, 69. 51, 69. Et le cryptogramme? 768. 766. C'est un peu effacé. Oui, c'est un peu effacé. Oui, bah, je sais bien. Mais... je crois que c'est un 8. Alors, je crois que c'est un 8. Je suis sûr. Je suis sûr. Je crois. Je suis sûr. C'est un 8. C'est un 8. Lynn, c'est un 8 là? Oui, tu croyais que c'était quoi? Je sais pas, un 6, regarde. Ah oui, alors, ne quittez pas. Et vous croyez que c'est normal qu'il me demande mon numéro de carte bleue? Qui? Une pompe funèbre. Mais alors, ne quittez pas, hein. Pour la pompe, je ne m'occupe pas de ça. Tu ne t'occupes pas de ça? C'est ce
qu'on a dit, non? On a dit les pompes funèbres, c'est Hafiz qui s'en occupe. Parce que Hafiz, lui, il a le sens du commerce. Hafiz, lui, il connaît bien le business. C'est dans ses gènes, Hafiz, le business. Oui, alors, eh bien, vous pouvez attendre quelques minutes. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te débrouilles avec les pompes funèbres. Tiens, mais... Je me débrouille avec la vente de la maison, le notaire, les pompes funèbres. Samuel a dit je n'ai pas le temps. Tu n'as rien dit à Samuel quand il a dit je n'ai pas le temps. Mon travail, tout ça, tu n'as rien dit. Eh bien, c'est ça, on se rappelle plus tard, un connard. Je n'ai rien dit à Samuel. Ça fait 3 jours que je trie les affaires à l'étage, que je fais des cartons. 3 jours que je n'ai pas vu la lumière. Tu es certain de vouloir parler de ça maintenant? Mais c'est toi qui en parles. Je n'ai rien dit à Samuel. Je peux rien lui dire à Samuel, de toute façon, tu as bien vu, il est obstiné, il tient ça de papa. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Quoi? La terre, ils ont enlevé la terre, il y a des monticules partout, tout est dévasté, c'est quoi? Une entreprise d'expertise des sols pour la revente de la maison, ils sont tombés sur un corps et... Ils ont enlevé les peupliers, tu te rends compte, ils ont enlevé les peupliers? Tu étais au courant de ça, maintenant comment ils ont pu enlever les peupliers? Un corps? Oui, un corps, j'ai oublié de t'en parler. Ils ont trouvé un corps dans le jardin et toi tu as oublié de m'en parler. Je suis débordée, 3 jours que je suis à l'étage à trier les affaires. 3 jours que je n'ai pas vu la lumière et quand je sors, le jardin est retourné, les peupliers arrachés et on a retrouvé un corps et toi tu es débordé. C'est qui ce corps? Je sais pas, les autres. C'est Samuel qui s'est occupé de ça. Personne n'a trouvé le temps de monter à l'étage pour m'en parler. Il y a déjà 2 morts dans cette maison. Ça va faire toute une histoire pour quelques os dans le jardin. Je me souviens. Je me souviens du bruissement de la cafetière italienne sur le réchaud au milieu des cartons. Je me souviens de la rampe en bois de l'escalier. Je me souviens de l'odeur dans la cuisine. Je me souviens de la couleur du papier peint dans les toilettes. Je me souviens de la marque de la voiture, du canapé dans le salon, de la balançoire entre les peupliers, du bruit du sommier, du magnétoscope, de l'horloge, de la porte vitrée, du vent entre les volets. Je me souviens du bruit. Je me souviens. Le matin, sous la couette, réfugiés, eux font semblant de nous chercher. Puis, je me souviens, la cafetière italienne siffle, la couette se soulève. Souviens-toi, le visage de tes parents quand tu étais enfant. Les voix, c'était comment? Les yeux, la couleur, les cheveux, courts, longs, la chair fond, les corps confondent. Papa, maman? Allez, refabrique, répare, souviens-toi. Merde, les cartons, les murs blancs, l'arrivée dans la 205 bleue. Les peupliers, tu te souviens? Rapproche-toi. Ils sont dans la cuisine, rapproche-toi. Ils se penchent au-dessus du lit. Tu as mis le lit dans la cuisine et la cuisine dans le jardin. Tout autour, il fait froid. Souviens-toi, comment le lit? La couette. Dessous, pas dedans. Souviens-toi, l'odeur. La couleur, les yeux, les cheveux longs, courts. Putain. Des peupliers, des cheveux, des cartons. Souviens-toi, rétabli. S'ils étaient morts l'un après l'autre encore. S'ils étaient morts dans l'ordre. Mais là, juste là, à l'étage, dans le lit. Procéder par étapes. D'abord, je prends les jambes. Allez, je prends les jambes. Voilà. Les jambes, voilà. Voilà, voilà. Voilà les jambes. Les unes à côté des autres. 4 jambes. C'est sûr. C'est déjà ça. Je vais chercher le reste. Je me souviens. Sa main, mon père. Ses pieds, ma mère. Je pose. Là, par terre. Bon. Je recommence. Je prends les jambes, la main père, le pied mère. Voilà. Je vais chercher la tête. Je ramène la tête. Non. J'irai la chercher plus tard. Je mets quoi au-dessus des jambes? Je mets le bassin. Le bassin? Je ne me souviens pas le bassin. Je mets les pieds de ma mère et sur les mains de mon père. Je me souviens. Je reprends. Je laisse tomber le bassin. Tant pis. Je prends le torse. Je prends le torse. Juste le torse. 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 Je ne prends pas la tête. Je prends... Je pose. Je pose la tête. Non, je n'ai pas pris la tête. Je tiens. Je tiens quoi? Le torse. Je recommence. Je prends les jambes. Le torse, je le balance. Non, je le mets de côté. Puis tiens, je balance tout. Pieds, mains, jambes, voilà. Je fais un bon gros tas et je prends la tête. Je prends même les 2 têtes d'un coup. J'en ai rien à foutre. Les 2 têtes sous le bras et là, je les enfonce dans le bon gros tas. Comme ça, voilà. Bien tassé. Qu'est-ce qu'il y a? Le rendez-vous a été annulé. Je suis repassé au bureau pour prendre le dossier. Vous vous rendez compte que Cuvillier, après tout ce que j'ai fait pour lui au sein du comité de quartier, ne m'a pas attendu 5 minutes?
Il m'a dit sèchement au téléphone, vous n'étiez pas là, alors je l'ai posé sur votre bureau. Je ne lui ai demandé qu'un tout petit service. Tiens, je mets ça, là. Allez, vas-y, demande-moi. Quoi? Demande-moi où j'ai déposé le dossier. Mais je sais très bien où tu as mis le dossier, tu viens de le poser devant moi. Demande-moi. C'est ridicule, sous mes yeux, tu viens de le faire. Demande-moi où je vote pour le sapin. Le sapin. On s'était mis d'accord sur l'acajou. On n'était pas tous d'accord. On a voté. Je n'étais pas d'accord. Tu as voté pour l'acajou. Si tu ne me demandes pas, je change mon vote. On ne peut pas changer son vote. C'est toi qui fixes les règles. Je ne fixe rien, on ne peut pas, c'est tout. Voter, c'est voter. Qui vote pour qu'on puisse changer le vote? Moi, je vote pour. Évidemment, toi, tu as toujours voulu le sapin. De toute façon, on ne peut pas voter deux fois. Demande-moi où j'ai posé ce dossier, où je vote pour le sapin. On ne demandera rien du tout. Je vais les rappeler pour leur signifier que nous optons finalement pour le sapin. Pose tout de suite ce téléphone. Quel téléphone? Je n'ai pas de téléphone. Demande-moi où j'ai posé ce putain de dossier, ou c'est dans du bois de cagette qu'on les enterrera. Tu es un malade, hein? Je te demande pas grand-chose, je te demande un tout petit service. Tu ne peux pas changer ton vote. On a voté, c'est la démocratie. La démocratie. Il a raison, c'est la démocratie. Tu lui chies à la gueule à la démocratie quand on a choisi le sapin. C'est un système juste, finalement, moi j'aime bien. Tu ne changeras jamais. Un tout petit service. Tu vois, je vais la lui poser sa question. Merci. Tu me vois, Hafiz, hein? Regarde, alors, mon cher Samuel, où as-tu déposé le dossier? Tu n'étais pas là, alors je l'ai posé sur la table. Satisfait? C'est violent, hein? C'est violent. Non, Samuel, ce n'est pas violent, c'est pénible. Violent, pénible, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ton acharnement qui est pénible. Si je comprends bien la situation, on reste sur l'acajou? C'est une phrase violente, surtout après toutes ces années d'assiduité, c'est violent. Être traité comme ça, c'est violent. Je ne comprends pas que ça ne te saute pas aux yeux. C'est parce que j'ai dit table. J'ai dit, tu n'étais pas là, alors je l'ai posé sur la table. La phrase exacte, c'est, alors je l'ai posé sur le bureau. Il faut que je le pose sur le bureau, comme ça je pourrai répondre sur le bureau. Voilà, c'est ça. Allez, viens, on monte. On monte où? Là où il y a un bureau, viens. Qu'à cela ne tienne, on reste sur l'acajou. L'irresponsabilité financière, ça doit être congénital. Bon, Samuel, maintenant tu arrêtes. Peut-être qu'ils n'ont pas à faire d'économie, eux. Peut-être que ça ne les intéresse pas. Tu as raison, je dois faire du surménage. J'ai tendance à être obstiné, non? Je suis obstiné des fois, je sais pas pourquoi je m'obstine comme ça. Alors que Hafiz, lui, ça l'intéresse. Parce que Hafiz, lui, ce bâtard, il serait prêt à les enterrer comme ça. Pof, sans rien. Un coup de pelle et hop. C'est pour cela qu'il voulait le sapin. Quitte à faire des économies, parce qu'Hafiz, au final, il s'en fout un peu. Hafiz, cela lui est déjà arrivé de perdre ses parents. Pourtant, Hafiz, ça veut dire celui qui protège. Celui qui protège dans une langue que je ne connais pas. Je suis arrivée dans cette famille le 27 août 1981. J'avais 16 mois. On m'a raconté 1000 fois. Je connais chaque détail. À 8h31, mon père gare sa Citroën de blédard gris métallisé sur le parking en face du pavillon témoin. À 8h34, la porte s'ouvre. Françoise, Christian. Je passe d'un bras à l'autre. À 8h37, Françoise propose aux enfants d'aller jouer dehors pour que les hommes discutent. À 8h45, je suis dans les bras de Françoise depuis presque un quart d'heure. À 8h46, elle décide sur un coup de tête d'aller chercher son appareil photo. À 8h47, clic. J'ai une sœur, 2 frères. Un des deux n'apparaît pas sur la photo. À 9h01, tout le monde rentre à la maison. Christian serre la main de mon père, passe son bras derrière ses épaules, le serre contre lui, cela dure quelques minutes. À 9h06, mon père ouvre la porte, il avance vers la Citroën. À l'arrière-plan, on voit un vieil homme dans la voiture. On dira plus tard, ton grand-père, un ancien du FLN, je crois, une longue histoire. Mon père avance, il ne se retourne pas. De dos, il est un brigand, de loin, un prince kabyle. Le dos de mon père, c'était un théorème, grâce auquel je devais triompher. C'est dans son dos que je suis né, dans son dos que je suis devenu un fils. Depuis, je cours derrière mon père qui ne s'est pas retourné. Je cours derrière lui pour comprendre. Papa, ça te gêne si je t'appelle papa? Dis, papa, pourquoi ton dos? Ça te gêne que je dise papa? Pourtant, je ne t'ai jamais dit maman, papa. Pourquoi je n'ai jamais dit maman? Je cours derrière lui. Je remonte le temps. Je suis en Algérie. Je traverse la Casbah, le sable rouge, des terres du sud, les plages pelées du littoral. Je cours. Je ne comprends pas. Je vois des corps par terre, des gorges tranchées. Je vois la peur partout. Je cours derrière mon père qui court, qui se cache. Je cours jusqu'aux effluves de fioul, à l'arrière des bateaux, le port d'Alger. Et bientôt, je suis de l'autre côté de la mer, à l'arrière d'une mobilette Peugeot rouge. Cette fois, c'est mon grand-père,
Mon grand-père FLN, une longue histoire qui conduit. Des cajots de tomates et de melons me frappent les reins, et avec mes bras, j'en serre la taille du vieil homme. Devant nous, sur une mobilette bleue, il y a mon père, toujours devant le dos de mon père. Nous traversons les maraîchages des Bouches du Rhône, le garde-boue sous mon poids frotte contre la roue. Je revois les 1000 mains qui s'agitent devant les camions au petit matin, devant le mine. J'entrevois la voix du contremaître. Celui-là. Je vois le doigt qui désigne celui qui va se tuer au travail. Merci, messieurs, tout de suite, messieurs. Ah, je n'ai pas peur, je n'ai pas froid, je n'ai rien, je cours derrière mon père. Il court trop vite. J'arrive toujours trop tard quand il gare sa Citroën de blédard gris métallisé devant le pavillon témoin. Je ne peux pas l'empêcher de me planter ici. Hé, papa, tu sais quoi? Ça ne servait à rien. Ici, rien ne pousse. Ici, ça n'existe pas. Ici, c'est une zone sans identité. Françoise et Christian disaient multiculturel, ils disaient éclectique, ils disaient cosmopolite. Mais en réalité, c'était des conneries. Ici, il n'y a que des restes de tradition, des restes de culture, des vieux souvenirs, des impressions, des miettes. Rien de tangible. Des miettes partout, ici, on s'enfonce. Et je me suis enfoncé tous les matins avec ma cravate et ma raie sur le côté. Je pousse la porte de ma boutique de vêtements, je regarde les jeans, les chemises, les chaussures dans ma boutique de vêtements qui est en face de la maison, qui est au bout du parking, qui était un terrain vague, qui était un marécage. J'ai froid. Une idée à la con, être dehors comme ça avec ce vent, tout ça à cause de leur rivalité stupide. Et ce vent, ce foutu vent me fout le cafard. Avant, il y avait les peupliers, cela avait un sens. Le vent avait un son. Je vois le camion pizza de Moussa au loin. Je me rapproche, je n'aime pas ça. Je n'ai rien à lui dire. Tout ça à cause de leur rivalité stupide. Je me rapproche, je suis tout près. Ça y est, il est en face de moi. La main de Moussa glisse sur le comptoir. Elle glisse jusqu'à ma main. Il serre ma main. Je dis, Moussa, si tu continues, je hurle. Il rigole. Il presse un peu plus sa main contre la mienne. Je dis, si tu continues, Moussa, je hurle au viol. Je vois ses dents blanches. Il relâche un peu l'étreinte. Je dis, tu vois bien, Moussa, qu'il y a des gens comme toi et qu'il y a des gens comme moi. Je n'aurais jamais fait ça, moi. Te toucher comme ça, je ne l'aurais jamais fait. Ce n'est pas du racisme. Toi, tu dis toujours les racistes. Mon frère est arabe. Et puis, toi, je te connais depuis que j'ai 4 ans. Je vous connais tous depuis que j'ai 4 ans. Ça se passait bien. Il serre à nouveau ma main, j'implose. Sa peau étousse. Il y a de la bonne volonté, mais ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Toi, tu dis amour, tu penses pureté, et je te vois dedans en miettes. Une planche pourrie. Tu dis raciste et penses peureuse. Je n'ai pas peur. Il y a de la haine. Que tu le veuilles ou non, il y a de la haine. Moussa, tu es un inconnu que je connais depuis que j'ai 4 ans. Tu me tiens la main depuis toujours. Moussa, ce n'est pas possible. Nos bras sont trop courts. Je n'aime pas qu'il dodeline de la tête comme ça, l'air de dire elle a toujours été un peu folle celle-là. Ça lui plaît que je sois un peu folle. La française, bien française, un peu folle qui le fait bien marrer. Alors, je ne sais pas ce qu'il me prend à ce moment-là. J'enlève mon chemisier et mon soutien-gorge et je hurle. Banal. J'enlève mon pantalon de petite française bien française et ma petite culotte bien française et je hurle. Banal. Banal. Je suis toute nue devant le camion pizza et je crie banal. Regardez-moi. Je suis banal. Ils hurlent depuis les fenêtres des immeubles. Ils hurlent des choses que je ne comprends pas. Ils vont me lyncher sur place et je n'en ai plus rien à foutre. Banal. La main de Moussa glisse. La main de Moussa glisse le long de mon dos. Sa peau étousse. Il me prend dans ses bras. Il enroule son tablier recouvert de farine autour de ma taille et la nuit tombe. Tombe depuis le ciel sur la foule qui s'est agglutinée et engloutit la haine sur les visages, comme le tablier de Moussa engloutit mon corps nu. Je vais pleurer, alors je dis Moussa, je vais rentrer. Je roule. C'est droit, je roule facile.
il fait beau. Je vois bien la ligne, je ne dépasse pas. Puis quoi, je mets la troisième. Puis il y a de la musique, puis c'est un groupe suédois. Puis il s'appelle ABBA. Puis c'est important parce que c'est droit et qu'il fait beau et que je vois bien la ligne à côté de moi. Il y a une femme, puis elle est belle. Et ça, c'est tout à fait normal puisque je suis amoureux d'elle et qu'il y a de la musique et il fait beau et je vois bien la ligne. Puis il fait tellement, putain, tellement beau que je passe la quatrième. Puis j'ai confiance, puis c'est tout droit, je vois la ligne. Il y a le soleil et il y a la musique et une jolie fille qui caresse ma cuisse, qui fait se dresser les poils parce que sa main, c'est quand même quelque chose, sa main sur ma cuisse. C'est complètement dingue en fait, comme ma jambe est sensible sur ma cuisse. Je sens les lignes de sa main, c'est comme une nouvelle carte sur ma cuisse. Les lignes de sa main, c'est un nouveau monde. Et ce monde-là, putain, est tellement beau que je me mets à chanter avec la blonde qui braille dans le poste. Je me mets à chanter The Winner Takes It All. Et il fait beau, c'est sûr plus beau qu'en Suède. Et c'est quand même magique qu'une Suédoise puisse chanter sous un soleil de plomb. Et c'est toujours tout droit, c'est incroyable cette route. Toujours droite et ce nouveau monde qui s'imprime sur ma cuisse. Tout est en ordre, cette route, bordel, elle va nous mener jusqu'au paradis si ça continue comme ça. Au moins dans l'espace, puisqu'il fait si beau, puisque cette fille est si belle, puisque la musique est si suédoise qu'elle est en anglais. Cette musique, elle est tellement connue qu'on doit être des milliers, des milliards à avoir vécu ce moment-là. Cette musique, elle est vraiment pas originale. Alors c'est rassurant, je me dis, on ne risque rien, la route est droite, il fait beau. On écoute un tube suédois vraiment pas original. Tout est en ordre, on est heureux, on roule au minimum vers l'espace. Alors je passe la cinquième. Et là, il y a quelque chose qui ne vient pas. Il y a le manche du putain de levier de vitesse qui fait des siennes. Il ne veut pas s'enclencher et ça dure au maximum un quart de seconde parce que je ne reviens même pas au point mort. Je donne des petites saccades. Ce n'est pas encore la panique, mais alors pas du tout parce que ce genre de choses, sur ce genre de voiture, ça arrive tout le temps. Parce que ce genre de voiture, c'est des voitures à l'ancienne. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas de direction assistée. Le levier de vitesse a tendance à faire des siennes dans ce genre de voiture. Ça n'étonne personne, ce genre d'incident. Pas de panique, je m'attends à ce que cela vienne, à ce que cela finisse par venir. Cela m'est arrivé au moins 1000 fois, puis ça finit toujours par venir. Sauf que là, ça ne vient pas. Alors je baisse la tête. Quand je baisse la tête, ce n'est plus du tout le temps du soleil, de la Suède, de la cuisse, de ce genre d'incident. C'est le temps de la ligne, de la putain de ligne blanche. Parce que à ce moment-là, je baisse la tête et j'ai le temps de voir que l'aiguille frétille au-delà de 90 km/h. Mais la route est droite. Personne ne respecte la limitation de vitesse sur une ligne droite. Si, peut-être les vieilles personnes, mais moi, je suis un jeune. Et la fille, très belle, plus jeune encore. On roule vite, le vent fait se soulever sa robe, mais la route est droite. Même si c'est une petite route de campagne pas très large, la route est droite. Et c'est là que j'ai manqué de chuchote. La ligne est droite, mais elle est blanche. Alors j'entends un petit cri à peine au-dessus du volume de la musique et du vent. Parce que j'ai la tête inclinée, je vois à l'endroit même où la robe se soulève, je vois la main de la très belle fille. Sa main qui tout à l'heure imprimait un monde nouveau sur ma cuisse. Je vois les ongles de cette main s'enfoncer dans sa cuisse à elle. Et là je me dis qu'il doit y avoir quelque chose, qu'il y a peut-être danger. Et je lève la tête, je m'aperçois que j'ai mordu sur la ligne blanche. Ça c'est interdit parce que sur la route, une ligne c'est crucial. Il y a un sens, puis un sens inverse, c'est crucial. Même si la plupart du temps ce n'est pas grave. La plupart du temps il suffit de se rabattre tout de suite et c'est réglé. Se rabattre sur la route c'est comme aller à confesse, tout est pardonné. Se rabattre sur la route c'est une forme d'expiation. Sauf que là, à 3 mètres devant nous, il y a un 4x4 Mitsubishi. J'ai le temps de ne rien faire. Même si mon pied se lève, veut appuyer sur le frein, je ne peux rien faire. Bam! Il y a un choc. Putain, un choc si sec. Puis il y a des éclats. Puis le pare-brise, puis la tôle, puis les pneus, puis la douleur. Immédiate la douleur. Et le bruit, ça doit avoir la même vitesse, mais c'est encore moins rapide que la lumière. Parce que je vois le choc avant de le sentir, de l'entendre, je le vois. Parce que je n'ai pas eu le temps de fermer les yeux. Pas le temps non plus de me tourner vers la fille très belle, ni elle vers moi. Et je vois le choc alors que j'aurais voulu voir ces boucles blondes du temps où tout était en ordre. Et je me mets à regretter ce temps-là, c'est immédiat. Et je veux refaire le monde tout de suite. Et à ce moment-là, pour refaire le monde, je ne pense ni à la famine, ni à la guerre, ni aux injustices sociales, ni aux intérêts géopolitiques, ni aux viols, séquestrations, enlèvements, tortures, meurtres, ni au génocide, ratonnades, rafles. Je ne pense pas à la bombe nucléaire, aux kamikazes, aux éruptions volcaniques, aux tremblements de terre, aux tsunamis. Le monde que je veux refaire à ce moment-là immédiatement est un monde où je ne baisse pas la tête pour regarder le putain de pommeau de vitesse. On tourne sous la tôle qui craque, puis ça balance légèrement gauche-droite, puis plus rien. Silence. Alors je me retourne vers la fille très belle et d'abord je suis rassurée
Parce qu'à la différence de moi, elle ne saigne pas, elle a les yeux ouverts, alors je suis rassurée. Elle a les yeux ouverts, mais elle ne cligne pas. Putain, elle ne cligne pas des yeux. Alors je veux enlever ma ceinture de sécurité, mais j'ai trop mal, je hurle. Et bientôt je vais tomber dans les pommes parce que j'ai une hémorragie à la tête et que ça entraînera des séquelles irréversibles et que elle, putain, son foie a explosé. Je savais pas que les foies pouvaient exploser et qu'elle est morte sur le coup et que je ne m'en remettrai jamais parce qu'il me reste suffisamment de lucidité pour sentir ce nouveau monde qu'elle avait imprimé contre ma cuisse et que je porte désormais dans ce nouveau monde en miettes le tribut de ma dette sans rédemption possible. Cette tache dans le cerveau, ce sera bien cela le nouveau monde qui aura été inscrit en moi. Mais pour l'instant, la bagnole fume. Le vent ne soulève plus la robe de la très belle fille. L'autoradio, qui devait être la seule chose solide dans cette bagnole pourrie, continue de fonctionner. Les camions pompiers arrivent en fanfare avec du bleu et du rouge sous un soleil de plomb, tandis qu'une Suédoise hurle dans le poste. The winner takes it all. Allez, il est presque temps d'aller boire un verre, presque temps. Ou deux. Juste avant, deux, trois petites choses encore. D'abord, vous dire que le prix Bernard-Marie Coltès connaîtra une deuxième édition. C'est décidé. Nous avons aimé cette première édition, nous offrons donc au moins une deuxième, et nous souhaitons que cette deuxième édition s'ouvre à plus de lycéens encore. Nous allons essayer de travailler avec une dizaine de classes cette année prochaine, et nous espérons peut-être un jour d'ailleurs essayer de couvrir l'ensemble du territoire du Grand Est. En tout cas, c'est un peu notre ambition, notre rêve. Voilà, ça c'est les objectifs à venir. Mais avant de penser à la deuxième édition, vous redire, Frédéric l'a un petit peu dit déjà en entrée de propos, mais vous redire qu'il y a encore à terminer cette première édition avec un certain nombre de rendez-vous. Alors, des rendez-vous dans les classes, l'ensemble des classes participantes vont rencontrer Baptiste Taman. Ça a même déjà commencé ce matin. Je crois que c'était assez passionnant, d'après ce que j'ai cru entendre comme retour. Toute cette semaine, donc, des rendez-vous dans les classes. Samedi, je vous le rappelle aussi, vous avez la possibilité de rencontrer Baptiste Taman à la librairie Kléber à 16h. Et puis, enfin, tout de suite, à la sortie de cette salle, Baptiste sera à côté de la table librairie. Et si vous avez envie d'acheter un petit livre, c'est aussi pour ça qu'on défend les auteurs, c'est pour que les livres se vendent et s'achètent. Baptiste sera là pour signer et dédicacer les livres qu'il a déjà édités, qui sont déjà édités, notamment, effectivement, aux éditions Tapisserie. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je regarde Fred et Orphée qui me disent que oui. Je remercie évidemment l'ensemble des participants, l'ensemble des partenaires, et puis je vous remercie tous et toutes de votre écoute chaleureuse et attentive. Bonne fin de soirée.